Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'EuroQuestions, la série de webinaires courts de l'Institut Jacques Delors, où deux mercredis par mois, nous décryptons l'actualité. Jeudi 23 et vendredi 24 juin se tient à Bruxelles un nouveau sommet européen, le dernier sous la présidence française. On se souvient qu'en 2020, le Conseil européen du mois de juin s'était conclu sur une décision historique du plan de relance. Les 27 chefs d'État et de gouvernement doivent donc discuter des demandes d'adhésion de l'Union européenne, de l'Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie. Pour rappel, la Commission européenne a rendu un avis favorable vendredi dernier. Ce sera également l'occasion pour eux de discuter de l'idée d'une communauté politique européenne lancée par Emmanuel Macron et défendue par notre président Enrico Letta. Ils doivent dans le même temps discuter du processus d'élargissement déjà en cours pour les Balkans occidentaux, qui eux sont déjà candidats. Le Conseil européen doit aussi débattre de la suite à donner de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui s'est conclue le 9 mai dernier. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Enrico Letta, président de l'Institut Jacques Delors, secrétaire du Parti démocrate italien et ancien président du Conseil. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser l'outil questions-réponses en bas de votre écran. Monsieur Letta, les conseils européens des mois de juin sont en général forts en décisions historiques. Pensez-vous que celui de demain et de vendredi entrera également dans les grandes dates de l'histoire de l'Europe ? Je l'espère, évidemment. J'espère que ça puisse être un de ces conseils qui laissent une trace dans l'histoire. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels ça peut se passer. Premièrement, le sujet historique de l'adhésion de l'Ukraine. Premièrement, l'Ukraine. Évidemment, c'est aussi d'autres pays, Moldavie en tête. Mais l'adhésion de l'Ukraine et le fait que le Conseil puisse donner le statut de candidat à l'adhésion, ce serait effectivement quelque chose d'historique. Premièrement, parce que c'est assez unique le fait que ce soit un pays en guerre, un pays envahi, dont une portion de son pays est sous le contrôle des forces militaires d'un autre pays envahisseur. Évidemment, c'est quelque chose d'assez nouveau et assez important dans la vie de l'Europe, que l'on puisse donner le statut de candidat à un pays dans ces conditions. Et puis, évidemment, le process pour la future adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Il s'agit aussi d'interventions préventives par rapport aux menaces que, par exemple, un pays comme la Moldavie vient de subir. Et donc, il y a ce sujet qui est le sujet lié au statut de candidat, qui est un sujet majeur sur lequel, décidément, ce que le Conseil va trancher va être quelque chose d'assez historique. Mais puis, toujours dans le domaine élargissement, il y a un autre aspect que je trouve très important, c'est-à-dire, j'espère que ce Conseil puisse être le moment où on puisse, les 27 puissent discuter de cette idée qui a plusieurs noms différents. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a appelé ça communauté géopolitique européenne. Le président Macron parle de communauté politique européenne. Moi, j'ai parlé il y a 2 mois de confédération européenne. Je pense que le terme confédération donne l'idée de quoi effectivement il s'agit et est beaucoup plus fort. Quelle est l'idée ? L'idée est non pas celle d'avoir une espèce de chambre d'attente pour l'Ukraine et les autres pays candidats à l'adhésion, mais de créer un espace qui devient un espace plus large que l'Union, qui est l'espace de la famille européenne. Donc l'espace dans lequel partager les valeurs, partager l'état de droit, partager la démocratie, les éléments essentiels de notre participation à l'Union européenne, qui devient donc participation à la famille européenne. L'idée est celle de créer cet espace, cette confédération européenne entre les 27 et les 9 pays candidats à l'adhésion. Donc, je pense premièrement Ukraine, Moldavie, Géorgie, mais je pense aussi aux pays qui sont les plus proches à l'adhésion. Je pense à l'Albanie, la Macédoine du Nord et les autres, Serbie, Kosovo, Monténégro et Bosnie. Je pense qu'un espace de ce type-là, et je soutiens la proposition que Emmanuel Macron a présentée au Parlement européen à Strasbourg dans son beau discours du 9 mai, est la bonne idée parce qu'il s'agit de mettre tout de suite ces 9 pays candidats
à l'intérieur d'un forum multilatéral, d'un lieu multilatéral dans lequel ils puissent travailler avec les 27, travailler et donc éviter ce qui s'était passé dans les années 90, quand il y avait eu une relation qui était surtout bilatérale entre chaque pays candidat et Bruxelles, sans avoir un lieu multilatéral dans lequel expérimenter la façon dans laquelle un pays candidat peut commencer à vivre, à faire expérience de la vie dans l'Union européenne, dans ce lieu multilatéral par excellence. Faire partie de la Confédération européenne devrait être un boost qui pousse en faveur de la vie des autres, de la vie européenne des pays candidats. Donc ce n'est pas le contraire, comme quelques-uns sont en train de dire, c'est-à-dire une façon de freiner. Non, c'est une façon de pousser. Et je dis ça pour une raison très simple. Il faut donner tout de suite l'entrée à l'Ukraine dans la famille européenne. Et le statut de candidat à l'entrée dans l'Union n'est pas la même chose, parce que le statut de candidat ne donne très peu de choses, en fait. Alors que le statut de membre de la Confédération européenne, ce serait déjà quelque chose de beaucoup plus sûr. Et je dis ça parce que tout en maintenant le parcours d'adhésion à l'Union, et un parcours qui prend des années, il faut être sincère, dans le précédent élargissement aux pays d'Europe centrale et orientale, il a fallu 12 années, 15 années, voire 20 années, si on pense au dernier pays qui était entré, la Croatie, pour devenir membre de l'Union européenne. Imaginons-nous que ce puisse être possible aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se passer en Ukraine, d'aller là, de leur promettre l'adhésion et de dire oui, c'est une promesse, mais cette promesse va être satisfaite dans 10 ans. C'est impossible. Et la proposition d'une confédération européenne ou d'une communauté politique européenne tout de suite est l'idée exactement pour éviter cette séquence promesse, attente, frustration qui est devant nous si on ne fait rien de pareil. Donc, l'idée est de créer cet espace de 36 pays, de faire en sorte que ces 36 pays se réunissent tout de suite. Ça, c'est la force de cette idée. Parce que cette confédération peut se réunir immédiatement, à l'automne, comme ça a été le cas avec le G20. Moi, je propose d'appliquer exactement la même méthode. Le G20 a été créé en 2008, de l'idée à la réalisation quelques semaines, parce qu'il n'y a pas eu la nécessité d'avoir un traité. Simplement, les pays ont été convoqués par un pays président et par des pays qui ont convoqué les autres. Donc, il faudrait simplement convoquer une réunion à la fin de l'année à Bruxelles avec les 36. Et là, on pourrait signer un traité light, léger, pas un traité très lourd, dans lequel on règle la façon dans laquelle cette confédération peut travailler. Donc, le partage, la discussion sur les grands sujets de l'état de droit, les grands sujets de la démocratie. Là, le parcours pour la création d'une zone de libre-échange. Moi, je pense à une confédération qui se réunisse au niveau de sommet 2 fois par an, exactement juin-décembre, le jour après du Conseil européen. Dans ce cas, il s'agirait simplement que le deuxième jour du Conseil européen, il y ait les 27 qui restent, ils participent à la réunion des 36, avec tout le symbolisme de ces réunions. Et tout ça donnerait la possibilité, en plus, donc au 9, de commencer à faire expérience de l'espace multilatéral européen. Évidemment, le traité devrait être un traité léger, mais un traité qui pourrait se élargir avec des compétences nouvelles dans la période d'évolution et de développement. Tout ça, parallèlement, devrait avoir la continuation et l'accélération du parcours d'adhésion de ces pays à l'Union européenne. Donc, non pas un frein, mais une accélération. Mais en même temps, la possibilité tout de suite de dire à l'Ukraine,
premièrement, vous êtes tout de suite partie de la famille européenne, avec un symbolisme qui serait très important. Et en même temps, de dire aussi aux autres pays, l'Albanie, la Macédoine du Nord, de répondre à une provocation que j'ai entendue beaucoup de fois dans ces dernières périodes, dans ces derniers temps, qui est la provocation juste, totalement justifiée, que quelques-uns de ces dirigeants nous ont passé, qui essaient de dire, mais écoutez, pour être un jour digne de faire partie de l'Union européenne, faut-il une invasion de la part de la Russie sur notre territoire? Et ils ont raison de la mettre comme ça. C'est pour ça que cette idée de confédération, tout de suite, à l'automne, et en même temps, le parcours d'adhésion à l'Union européenne. Dans le débat du Conseil européen, il ne va pas y avoir seulement ça. Ils vont parler d'énergie aussi. Et mon tout dernier mot, c'est sur la question énergie, qui est une des questions les plus importantes, parce que la guerre est en train, l'invasion russe de l'Ukraine est en train de créer beaucoup de problèmes aux ménages, aux foyers, aux entreprises des pays membres de l'Union européenne. Et évidemment, il y a des pays plus touchés, des pays moins touchés, mais il faut aider. Il faut aider les familles, il faut aider les petites et moyennes entreprises. Il faut aider. Et une des façons d'aider est celle de créer ce toit au prix du gaz qui arrive de l'Ukraine, de la Russie. Je pense que ce serait très bien que cette décision soit prise le plus tôt que possible. C'est une des raisons sur lesquelles ce Conseil européen peut effectivement être un Conseil européen historique et très important. Voilà donc quelques raisons sur lesquelles je pousse votre attention et j'espère surtout qu'on puisse discuter. Je souligne la nécessité d'arriver au bout et d'arriver avec des décisions bien prises. Évidemment, à côté de tout ça, il y a peut-être une des plus importantes décisions qu'on s'attend. On l'attend depuis 17 ans, depuis la faillite du référendum français, néerlandais, sur la Constitution européenne. La possibilité, comme l'ont demandé les jeunes et les citoyens qui ont participé à ce fantastique exercice de la conférence sur l'avenir de l'Europe, et comme le Parlement européen, dans son vote, a répété et a formalisé la possibilité donc d'ouvrir et d'appeler une convention européenne pour changer les traités, pour éliminer premièrement le droit de veto et le vote à l'unanimité, qui aujourd'hui, je regarde, je pense ce que Orban est en train de faire, avec son alliance étroite avec la Russie, il emploie le droit de veto à l'intérieur de l'Union pour aider les Russes. C'est inacceptable, mais aujourd'hui il peut le faire grâce aux règles qu'on a. Il faut les changer et la Convention européenne qu'il faut déclencher, c'est une des façons de répondre à ce défi. Merci. Grazie Enrico. On a reçu plusieurs questions. Une première question serait par rapport à la défense européenne. Donc avec cette confédération européenne que vous appelez, les frontières de l'Union européenne extérieures vont quand même augmenter. Quid de la défense européenne? Est-ce qu'on doit être uniquement intégré à l'OTAN ou est-ce qu'elle devrait un peu se renforcer au niveau européen? Je pense que l'évolution d'une intégration au niveau défense, sécurité, est un des musts, un des devoirs, des tâches les plus importantes de cette période, de façon non pas alternative à la participation à l'OTAN, mais de façon intégrée. Je crois que même on pourrait imaginer de faire en sorte que cette confédération européenne puisse avoir quelques compétences ou discuter de quelques aspects liés à la sécurité. Dans un temps de, je ne sais pas, 3 ans, 5 ans, on pourrait même imaginer d'étendre le fameux article 42.7 du traité de Lisbonne, le traité de l'Union européenne, de l'étendre à la Confédération européenne. Ce serait, je pense, un message très fort. Évidemment, pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais ça pourrait être une piste assez importante. Merci. On a reçu une autre question sur la Confédération européenne. Quid de la Turquie?
Est-ce que vous pensez qu'elle a vocation à intégrer cette confédération européenne? Bon, évidemment, je sais très bien que si on part tout de suite de la Turquie, c'est une façon de créer tout de suite un énorme problème qui se lie aux 20 ans qu'on a derrière nous, avec toutes les erreurs qu'on a faites avec la Turquie, les erreurs que la Turquie a faites. Mais ce misunderstanding qui s'est créé pendant ces dernières 15 années. Donc, je ne veux pas ajouter des considérations qui pourraient créer un problème. Je fais simplement un point. Et le point est le suivant. Dans ma tête, quand j'ai lancé cette proposition il y a 2 mois, moi j'avais en tête l'idée que ça puisse être premièrement pour les 27, puis plus les 9 pays candidats d'Europe centrale et orientale, des Balkans ou avec la Géorgie et le Caucase. Mais j'ajoute que non pas maintenant, non pas tout de suite, non pas au début, mais si cette confédération marchait, on pourrait, dans un deuxième temps, étendre la confédération ou discuter de comment intégrer 4 pays, non pas tous ensemble, ces 4 pays qui ont une spécificité très particulière. Ces 4 pays sont évidemment la Turquie, Suisse, Norvège et pourquoi pas le Royaume-Uni aussi. Disons, si cette confédération européenne devient effectivement le lieu où les Européens discutent, partagent entre eux des points importants de leur vie commune, partagent les avis apportés dans les grandes institutions internationales, que ce soit le WTO, que ce soit les Nations Unies, pourquoi pas ouvrir à ces 4 pays un discours. Je répète, pas pour tout de suite, mais pour un deuxième moment, pourquoi pas. Merci. Et donc, d'après votre idée, on a pas mal de questions sur la règle de l'unanimité ou une majorité qualifiée dans cette confédération européenne. Sur quelle thématique, par exemple, est-ce qu'il faudrait toujours garder la règle de l'unanimité, notamment par rapport à tout ce qui a trait à la libre circulation des travailleurs, intégration dans la zone Schengen ou pas? Est-ce qu'il faudrait garder l'unanimité qui, comme on l'a vu avec le cas hongrois, peut quand même bloquer pas mal d'intégration, ou passer à une règle de majorité qualifiée ou relative? Bon, je pense qu'il faut séparer les 2 espaces. Il y a l'espace de l'Union européenne où je crois que grâce à la Convention, on puisse éliminer le droit de veto, l'unanimité dans tous les domaines où l'unanimité, le droit de veto est aujourd'hui un frein énorme. Donc ça, c'est le premier point. À l'intérieur des 27, Convention et grâce à la Convention, éliminer le droit de veto. Quand je pense à la Confédération européenne, évidemment, la Confédération européenne, au début, est un espace dans lequel les décisions sont moins binding de ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. La Confédération européenne, au début, est un espace surtout de partage de positions, de rapprochement de positions. Donc, le sujet est moins lié à la façon dans laquelle on vote. La Confédération européenne devrait être une institution inclusive et donc dans laquelle la question n'est pas le vote à la majorité ou le vote à l'unanimité. Mais en 2 mots, pour tous ceux qui ont une familiarité avec le débat des années 90, ce que je propose, c'est de reprendre le fil du débat de l'époque, qui avait été un débat dans lequel on avait 2 trends qu'on cherchait de mener, de développer ensemble. Et on appelait ça approfondissement et élargissement. Widening and deepening. Et jusqu'à un certain moment, on avait tenu les 2 pistes ensemble, à la même vitesse. Et je pense que ça aurait dû être ça la méthode. On aurait dû continuer avec la même vitesse. Ce qui s'est passé, c'est que l'élargissement a traîné à un certain moment, un certain temps, et puis il y a eu une accélération soudaine, car on se rendait compte, je pense au Conseil
de Nice, et à cette période-là, c'est le début des années 2000, on s'est rendu compte que trop de temps avant l'entrée et les frustrations montaient. Mais donc, à cette époque, on a accéléré avec l'élargissement en laissant toute une série de questions à côté sur l'approfondissement. Ces questions qui sont restées à côté, il y en a deux surtout. Première, le vote à l'unanimité et le droit de veto dans trop de domaines. Et la deuxième, la composition de la Commission européenne. La composition de la Commission européenne, comme tout le monde le sait, est faite de façon que chaque pays, chacun des 27, nomme un commissaire européen, que ce soit Malte ou que ce soit l'Allemagne. Et évidemment, 27 commissaires, c'est beaucoup, alors que ça pourrait être beaucoup plus simple, avoir un mécanisme plus étroit. Alors, ce que je propose aujourd'hui, c'est de reprendre le fil de ce débat et accélérer sur les deux process. Donc, grâce à la Convention, approfondir, éliminer le droit de veto, et grâce à la Confédération, créer un mécanisme d'accélération sur l'élargissement et l'entrée des autres pays, des 9 pays aujourd'hui qui pourraient avoir le statut de candidat. Voilà comment mettre les deux choses ensemble, mais il faut prendre leçon du passé, il faut tirer leçon du passé, donc il faut éviter de faire les erreurs du passé dans lesquelles on a mal géré les deux pistes ensemble, et il faut les faire les deux ensemble. Merci. Une prochaine question serait sur les réticences qu'a l'Union européenne vis-à-vis de la Moldavie. Est-ce qu'elle aurait peur de trop repousser ses frontières un peu trop loin, au risque d'avoir des difficultés à la défendre? L'avis de la Commission européenne vendredi dernier sur la Moldavie était quand même oui, mais. Moi, je pense que la Moldavie mérite d'avoir le statut de candidat et puis de débattre sur la façon dans laquelle on puisse faire évoluer les choses, mais il est nécessaire. La Moldavie est un pays qui est en train de démontrer de pouvoir être partie de l'Union européenne, un jour, évidemment. Mais moi, j'étais vraiment frappé par les manifestations qu'on a vues à Chisinau et à Tbilissi dans les dernières semaines, manifestations dans lesquelles le drapeau européen, notre drapeau des 12 étoiles européennes bien-aimées, est devenu le drapeau, la démonstration des valeurs de liberté et de démocratie. Je pense que c'est très beau de voir le drapeau européen qui devient le drapeau de la liberté. Pour nous, c'est vraiment une espèce de fierté, d'orgueil, et d'être dans le bon côté de l'histoire. Merci. Une autre question serait donc une confédération européenne avec 37 membres. Ça permettrait à avoir l'Europe une place plus importante sur la place dans l'ordre mondial face aux États-Unis et à la Chine, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, premièrement, je parle de 36. 36 parce que c'est 27 plus 9, les 9 pays candidats, je le répète. On parle évidemment d'Ukraine, Moldavie, Géorgie, et puis on parle de Albanie, Macédoine du Nord, et puis on parle de Bosnie, Serbie, Monténégro et Kosovo. Il s'agit de pays qui, avec les 27, pourraient effectivement créer un très grand espace géopolitique, un espace géopolitique important au niveau mondial. Je pense que ça pourrait aider, et ça pourrait aider évidemment aussi dans la relation avec les autres grands acteurs au niveau géopolitique global. Merci. Une prochaine question qui est un peu le nerf de la guerre. De quel budget parle-t-on pour cette confédération européenne? Moi, je pense qu'il faudrait partager quelques voies importantes du budget européen. C'est-à-dire qu'il faudrait considérer, comme ça a été déjà esquissé dans le passé, imaginer donc de l'argent du budget européen pour que cette politique de voisinage devienne quelque chose de plus. Donc la Confédération pourrait travailler dans cette direction. Moi, je pense à Bruxelles comme siège de la Confédération.
pour rendre vraiment l'idée qu'il s'agit de la famille européenne. Bruxelles est désormais la capitale européenne, considérée la capitale européenne, donc il faudrait que cette confédération ait son siège à Bruxelles. Merci. Pour revenir à la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui s'est clôturée le 9 mai dernier, il y avait un grand appel à refonder les traités et on l'a vu dans votre présentation, vous appelez de vos voeux également. Pensez-vous qu'il faut quand même repenser les institutions en profondeur au-delà de la règle de l'unanimité, mais également de la représentativité des commissaires européens, parce qu'une Union européenne à 36, ça va faire beaucoup de personnalités. La conférence sur l'avenir de l'Europe a été un succès énorme. Je pense qu'il faut vraiment reconnaître ça et donner de la vigueur aux propositions qui sont sorties de cette enthousiasmante activité de participation citoyenne. Des gens qui ont participé de tous les coins d'Europe, dans toutes les langues. Les propositions sont très bonnes et je pense qu'au niveau institutionnel, il faut faire plus. Pas seulement la question de l'unanimité, mais aussi la question des compétences. Il y a toute la question, par exemple, de la construction de l'Europe de la santé, que je crois être, on l'a vécu pendant la pandémie, on a vécu les attentes des gens qui demandent une force, une importance au sujet de la santé au niveau européen. On a compris que tous ensemble, on est beaucoup plus fort dans le domaine de la santé. Et alors, je pense par exemple que la Convention pourrait sortir une force majeure grâce, par exemple, à la création de l'Europe de la santé. Merci. Et peut-être une dernière question de retour sur la Confédération européenne. C'est vrai qu'un des grands enjeux des prochaines années, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. L'Union européenne a lancé son pacte vert européen, le Green Deal. Il y a eu un blocage au Parlement européen la semaine dernière sur le volet du paquet climat Fit for 55. Pensez-vous que la Confédération européenne peut aussi pousser dans les politiques plus de lutte contre le réchauffement climatique avec l'Ukraine qui est malheureusement en guerre, mais avec des pays comme les Balkans occidentaux? Évidemment, c'est un des grands sujets. La question de soutenabilité est une question sur laquelle nous risquons, après la pandémie, d'avoir un deuxième coup de frein. Et cette guerre est en train de freiner, comme la pandémie avait freiné. On se rappelle tous très bien. Quand on a un problème de survie, on se dit, bon, les objectifs de longue durée, on va les décaler un peu. Et non, ça ne va pas, ça ne va pas. Parce qu'il faut accélérer, il ne faut pas décaler sur les objectifs de soutenabilité, de neutralité carbone. Donc, moi, je pense que la création d'une confédération européenne pourrait être aussi la façon d'étendre aux 9 pays candidats à l'entrée dans l'Union et membres de la confédération à côté des 27, la possibilité d'être beaucoup plus fort, beaucoup plus conscient de l'importance d'être concrètement sur la bonne direction en termes de lutte contre le réchauffement climatique, neutralité carbone et soutenabilité. Merci beaucoup, Monsieur l'État, pour toutes ces analyses et merci à vous tous pour votre fidélité. Le prochain Euroquestion aura lieu le mercredi 6 juillet à 14h30 en présence de Lukáš Maček, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors. Il reviendra pour nous sur la nouvelle présidence tchèque du Conseil de l'UE qui aura débuté le 1er juillet. Grazie Enrico, bonne fin de journée à tous et merci. Merci à vous tous.